Merci, Monsieur le Président. J'ai l'énorme plaisir donc d'être parmi vous et bien sûr de faire un partenariat avec votre association de Médecins sans frontières. Donc ça me fait énormément plaisir de partager notre petite expérience en matière de prise en charge de la femme enceinte et en général les pathologies associées. Alors juste le but donc de mon exposé, c'est de parler de la préclampsie. On va passer en revue la définition classique, les différents types donc d'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Et bien sûr, on va être appelé à voir la dernière publication qui était publiée dans la Société internationale d'études de l'hypertension artérielle. C'était en juillet 2018, donc pratiquement c'est neuf, alors que juste il y a quelques mois, j'avais fait le cours d'études en cinquième année et j'en ai parlé donc de la définition classique. Donc actuellement, on va essayer de revenir sur cette définition. On va juste faire quelques rappels que depuis 2002-2003, il y avait un grand nombre de décès maternels, 227 pour 100 000 naissances vivantes, qu'en subsaharien, il y a quand même beaucoup de décès, tout simplement parce que la prise en charge n'est pas adéquate, donc de façon générale. Les causes les plus fréquentes, c'est les hémorragies graves du postpartum. Les infections, à un certain moment dans les années 80, c'était les infections de post-abortum. Et actuellement, il y a l'éclampsie, la préclampsie et l'hémorragie grave du postpartum. Mais l'hémorragie reste la première cause de décès maternel au monde. Et la préclampsie, c'est la deuxième cause de décès maternel dans les hôpitaux, surtout dans les CHE. Donc, alors, sur le plan physiopathologique, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va retenir. C'est que dans l'hypertension artérielle, il y a toujours une atteinte donc, de la microcirculation et une atteinte donc, de la vascularisation donc, chez la femme enceinte. Traîner des lésions endothéliales, ces lésions endothéliales va aboutir à la libération de thromboclastine et le thromboxane, donc A2. Et il va être responsable également d'une encéphalopathie hypertensive qui est à la cause peut-être ultérieurement donc de crise convulsive. Alors, c'est une atteinte de la microcirculation. On ne parle plus de toxémie. Toxémie, c'est fini, c'est révolu cette définition. On parle de l'atteinte de la microcirculation. Ça veut dire qu'il y a une atteinte de tout l'endothélium. Tous les vaisseaux de l'organisme sont concernés et par conséquent, on a une atteinte viscérale associée qui fait le pronostic de l'hypertension. Ce n'est pas uniquement l'hypertension, on va essayer de réguler la tension artérielle et le problème est réglé. Non, ce qu'on voit, c'est que le sommet de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la physiopathologie de la préclampsie et éclampsie, ce qui fait qu'il y a une atteinte viscérale qui fait le pronostic. C'est-à-dire qu'il y a une hypertension, il y a une atteinte rénale, une atteinte cardiaque, une atteinte donc, du foie, une atteinte rénale et une atteinte pulmonaire, ce qui va aboutir à l'œdème aigu du poumon. Donc, définition, ça c'est la définition que je viens de donner aux étudiants de 5e année cette année. On parle d'hypertension artérielle supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure et une protéinurie supérieure à 300 mg dans les premières 24 heures ou bien au-delà de 3 croix aux protéines, c'est-à-dire aux bandelettes réactives. La prise de la tension artérielle, il faut absolument la prendre, ce n'est pas que n'importe comment. On ne peut pas dire que c'est une hypertension artérielle, sauf si, bien sûr, il faut la prendre en position demi-assise et pas en position latérale gauche, pas en position latérale droite, parce qu'il y a le phénomène de la compression, en tout cas par l'utérus gravide. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument la prendre en position demi-assise ou bien en décuplage latéral gauche, jamais en décuplage dorsal, jamais en décuplage latéral droit, parce que quand la femme est en position dorsale, il y a l'appui de l'utérus sur l'aorte et la veine cave, ce qui explique un petit peu une diminution du retour veineux et par conséquent une fausse hypotension artérielle chez la femme enceinte. Justement, c'est l'élément capital pour expliquer un petit peu pourquoi la tension artérielle, il faut la prendre en position décuplage latéral gauche ou bien en position demi-assise. La femme, quand elle est en décuplage dorsal, vous voyez la veine cave et l'aorte, ils sont dégagés. Donc, par conséquent, on a une vraie tension artérielle chez la femme. Par contre, quand la femme est en décuplage dorsal, il y a la compression de l'aorte et de la veine cave par l'utérus gravide. Donc, on a une diminution du retour veineux et par conséquent, une fausse hypotension artérielle chez la femme enceinte. Là également, c'est des éléments de l'évolution de la tension artérielle au cours de la grossesse. Avant la grossesse, la femme, il peut avoir une tension artérielle tout à fait normale. Au cours de la grossesse, il peut garder une tension artérielle normale. Et il peut y avoir pas de protéinurie, donc c'est une grossesse normale. Et lorsqu'on a une protéinurie supérieure à 300 mg, on parle d'une néphropathie gravidique pure. Deuxième situation, la femme enceinte, elle a une tension artérielle normale. Au cours de la grossesse, il a une hypertension artérielle. Soit qu'il y a une hypertension artérielle sans protéinurie, c'est une hypertension artérielle gravidique. Sinon, c'est associé à une protéinurie, on parle de préclampsie
préclampsie. Et bien sûr, nous avons des patientes qui ont déjà une hypertension artérielle chronique antérieure à la grossesse et au cours de l'évolution, soit avec un traitement stabilisant qui s'est permis donc d'avoir une tension artérielle normale, donc la grossesse tout à fait normale, ou bien l'hypertension demeure chronique chez cette femme, et dans ce cas-là, on assiste à une hypertension artérielle chronique, et là, on parle de préclampsie surajoutée. On va voir par la suite qu'il y a des modifications sur ces éléments-là. Alors, c'est justement les nouvelles données actuelles, c'est en juillet 2018, pratiquement il y a 4 mois. Actuellement, sans parler dans les détails de ce tableau, certainement pour les gens qui sont de loin, ils ne vont pas voir, pour dire qu'une préclampsie, il faut qu'il y ait une hypertension artérielle gravidique associée à une dysfonction. C'est quoi les dysfonctions? Soit une protéinurie qui peut ne pas exister, alors qu'il y a quelques mois, on dit qu'il y a une protéinurie supérieure à 300 mg. Lorsqu'il y a une atteinte de la fonction rénale associée à l'hypertension, c'est une préclampsie. Quand il y a une atteinte hématologique, c'est-à-dire une thrombopénie, quand on a une atteinte hépatique, c'est-à-dire une cétolyse, rien que l'hypertension artérielle gravidique plus une dysfonction, on parle de préclampsie. Alors qu'auparavant, on parle de préclampsie quand on a une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie supérieure à 300 mg. Ça, c'est l'élément capital. C'est la Société internationale de l'étude de l'hypertension artérielle qui a été publiée en juillet 2018. Alors, si on veut se résumer, la préclampsie, ce qu'on parlait il y a quelques années de toxémie gravidique, qui complique 10% de toutes les grossesses, c'est une atteinte de la microcirculation, d'une atteinte de tous les vaisseaux de l'organisme, ça concerne le cerveau, qui va être à l'origine d'une atteinte neurologique, AVC ischémico-hémorragique, une atteinte des vaisseaux donc, du cœur qui va aboutir à l'œdème aigu du poumon, d'autant plus qu'on a surchargé cette dame, une atteinte des vaisseaux hépatiques, on va assister soit à un hématome rétroplacentaire ou bien un hématome sous-capsulaire du foie, comme peut y avoir des troubles de l'hémostase, une insuffisance rénale. C'est la première cause de décès chez nous dans les hôpitaux. Et c'est la deuxième cause de mortalité dans la maternité au Maroc. La morbidité et la mortalité maternelle et fœtale est très importante. C'est la raison pour laquelle nous devons agir avant la conception, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un centre de santé, une femme enceinte, on doit prendre la tension artérielle et vérifier donc, les bandes réactives. Quand on a une protéinurie et quand on a une hypertension, c'est une dame à risque, il faut la référer vers un centre de surveillance. Là, c'est un modèle expérimental qui a été publié en 1971 avec Bitbol. Il a essayé de donner des alpha-bloquants chez les gnous. Il a constaté qu'il y a une hypertension artérielle isolée. Et quand on a une baisse de débit utéroplacentaire, il y a cette fois-ci, il n'y a pas l'hypertension, il y a la protéinurie et l'atteinte viscérale. Ça veut dire que dans la préclampsie, il n'y a pas que l'hypertension artérielle, mais il y a les atteintes viscérales qui font le pronostic de cette pathologie. Ça veut dire que, autrement dit, que la préclampsie peut survenir dans les grossesses molaires. Donc le fœtus est non responsable. La deuxième possibilité, il peut survenir au cours de grossesse extra-utérine. Ça veut dire autrement dit que l'utérus n'est pas ensemble. Finalement, celui qui est coupable, c'est le placenta. C'est pour cette raison-là que si on veut éradiquer, arrêter le processus de cette maladie, il faut évacuer l'utérus, quel que soit l'âge de la grossesse. Ça permettrait d'avoir un bon pronostic maternel. Alors, les critères de gravité, si l'hypertension se supérieure à 160 et ou 110 donc de diastolique, plus une atteinte rénale, une oligurie, les autres signes neurosensitives ou neurosensoriels de l'hypertension quand il atteint des céphalées, bourdonnement d'oreille, des acouphènes, ou bien il accuse une douleur en barre, c'est un élément capital qui témoigne de la gravité de la chose, soit une douleur épigastrique ou bien de l'hypochondrose qu'on appelle la douleur en barre. La dame peut être admise parce qu'il a une hypertension artérielle telle qu'il peut développer un œdème aigu du poumon et bien sûr une atteinte hématologique, un syndrome hémorragique, peut y avoir une coagulopathie, une thrombopénie et les transaminés vont être élevés dans le cas de ce qu'on appelle un HELLP syndrome. Les signes de gravité biologique, donc c'est la protéinurie, la thrombopénie moins de 100 000, ou bien il peut être associé dans le cas du HELLP syndrome, ce qu'on appelle hémolysis H, c'est hémolysis, et elevated liver enzyme, c'est-à-dire une augmentation des enzymes hépatiques, et low platelet count, c'est-à-dire une thrombopénie. Et bien sûr, il y a le HELLP syndrome stade 1 au stade 2, stade 3 en fonction des plaquettes, moins de 100 000, inférieur à 50 000 ou bien au-delà de 100 000. Il y a une atteinte rénale, donc la créatinine va s'ascensionner, une insuffisance hépatocellulaire avec une coagulopathie. C'est la raison pour laquelle, devant tout un terrain de préclampsie égal, un bilan doit s'imposer, un groupage avec RAI. On va demander un bilan d'hémostase, on va demander une fonction rénale, les transaminases, l'aptoglobine. Ce sont les signes indirects donc, qui témoignent ou non est-ce qu'il y a une hémorragie chez cette femme.
Donc, en résumé, préclampsie, hypertension, albuminurie, actuellement, on ne peut plus retenir l'albuminurie, c'est-à-dire la protéinurie. Il suffit qu'il y ait une hypertension artérielle associée à une dysfonction d'organes, il y a une vasoconstriction, il y a une hypovolémie. Alors justement, c'est l'élément capital. Cette femme enceinte préclamptique, bien sûr, la femme enceinte, de façon générale, elle gagne chaque mois, elle gagne 1 kg par mois. Donc, pratiquement 9 kilos, ils peuvent les gagner facilement au cours de la grossesse. Mais par contre, il peut y avoir une augmentation donc, de ce poids des femmes qui atteignent 15-20 kilos. Et justement, cette dame, il a du liquide, mais qui est mal réparti dans l'organisme. Ce qui fait qu'il est extravasé dans le secteur extracellulaire. Et après l'accouchement, de façon physiologique, tout ce qui est extravasé, il va passer dans le secteur vasculaire. C'est l'équivalent d'une surcharge. Et par conséquent, il y a le liquide du poumon, rien par le passage de ce liquide extravasé dans le secteur. Ce qui fait qu'après l'accouchement, il faut être vraiment très précautionneux en matière de remplissage. On ne dépasse pas les 500 ml chez une femme préclampsique parce que rapidement, il vire vers un œdème aigu du poumon. Donc, hypovolémie relative, parce que ce n'est pas une hypovolémie vraie, ce n'est pas une malade qui a un diarrhée, qui vomit, ou bien une dame qui a saigné, c'est une dame qui a de volume et qui est mal répartie. Mais le secteur vasculaire, il est pauvre. C'est là qu'on parle d'hypovolémie relative. C'est une dame qui est très sensible aux agents vasoactifs, c'est-à-dire autrement dit que avec les médicaments au cours d'une rachianesthésie, si le bilan est tout à fait correct, ils réagissent bien aux vasoconstricteurs, c'est-à-dire une hypotension, elle est moins marquée par rapport à une femme normale, elle réagit bien à ces médicaments. Et l'atteinte viscérale, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait donc le pronostic. Alors les œdèmes ne feront plus partie de la définition de l'éclampsie. Donc je vais expliquer que la femme enceinte, il gagne quelques kilos au cours de la grossesse. Alors les complications qui sont très importantes, au niveau cérébral, c'est l'AVC ischémique ou hémorragie, elle est beaucoup plus de mauvais pronostic par rapport à l'AVC ischémique. Il peut y avoir donc la coagulopathie intravasculaire, il y a des troubles d'hémostase, le syndrome, l'insuffisance rénale, la thrombopénie qui rentre dans le cadre du syndrome. Foie, ça peut être soit la rupture sous-capillaire du foie non rompue, ou bien quand il y a donc de la chirurgie post-traumatique. Il y a l'HRP, l'œdème aigu du poumon, et puis le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, c'est l'équivalent d'un AVC ischémique occipital. En général, dès que l'autorégulation est levée, dès que le spasme est levé, on peut reprendre par conscience tout à fait normale. C'est l'équivalent d'un AVC au niveau de la région. Alors, les complications que nous avons, avec 2 jeunes femmes, avec une pathologie antérieure, et vous voyez l'évolution de ces 2 dames, 22 ans, une primipare, qui a une préclampsie non suivie, elle a présenté des convulsions, bien sûr, qui des convulsions, il faut arrêter le coupable, qui est le placenta, évacuer. On évacue, et 24 heures après, on a fait une mydriase bilatérale. Le scanner, c'est un énorme hématome avec un effet de main sur la... Il est décédé. La deuxième, 25 ans, quatrième part, c'est une préclampsie. Il a une cécité. Alors la cécité, il ne faut pas s'inquiéter, ça fait partie donc du signe de presse, c'est-à-dire c'est une cécité corticale ou bien cortical blindness, c'est-à-dire c'est une cécité liée à un spasme au niveau de la région occipitale. Dès la levée du spasme, la femme peut reprendre un état de vie normal. Vous avez une dame, donc cécité, grossesse non suivie, d'ailleurs des patients chez nous, c'est des grossesses mal suivies et vous entendez un petit peu les conséquences. Quand on est mal suivi, il n'y a que des accidents au cours de route. Et c'est une dame donc qui était bien sûr qui a convulsé, césarienne, bonne évolution et bien sûr démontré un œdème cérébral qui est gentil. Quand on compare l'œdème cérébral, il y a 2 types. Il y a le cytotoxique, il y a le vasogénique. Une destruction cellulaire définitive, donc les lésions sont définitives. Paradoxalement, à ce qu'on appelle l'œdème cérébral qui est vasogénique, il y a un vasospasme. Dès la levée de spasme, tout rentrer dans l'ordre. Donc c'est un œdème cérébral et l'évolution était favorable. Donc vous êtes parti donc de 2 femmes jeunes, bien portantes, qui ne posent aucun problème dans l'évolution. Certaines, parce que l'hypertension, quand elle est mal suivie, il n'y aura que des conséquences fâcheuses. L'autre on peut voir, donc c'est l'HRP. Vous voyez que l'HRP, il peut occuper la plus grande partie donc de placenta et par conséquent, la conséquence est ce qu'on appelle les 2 catastrophes abdominales en obstétrique, c'est l'HRP et c'est donc l'AGU. Donc là, il faut absolument évacuer l'utérus le plus rapidement pour sauver ce bébé s'il n'est pas. Là, c'est une dame que nous avons admise à la maternité.
un terrain de prééclampsie avec prééclampsie sévère avec 160 sur 110 donc de mercure, avec des épigastriques en barre, les réflexes oscillants qui sont vifs. Et on avait décidé donc la césarienne pour sauvetage maternel. On se retrouve avec un qui est fissuré. Et bien sûr, les différentes possibilités qui existent, soit on met un packing, c'est-à-dire on ne fait rien du tout, ça permet d'en faire l'hémostase comme a été dit par le professeur Chtali cours des hémorragies. La deuxième cas de figure, c'est qu'on fait la ligature de l'artère hépatique droite ou bien l'artère hépatique gauche en fonction de la localisation donc de l'hématome, ou bien on fait des segmentectomies, rarement. On fait ça, le plus souvent, on fait une ligature de l'artère hépatique droite ou gauche en fonction de la localisation. Il y a la colle biologique qui existe, malheureusement, qui n'existe pas chez nous. Et bien sûr, il y avait des cas décrits dans la littérature, c'est les transplantations hépatiques quand pratiquement tout est complètement rompu. Alors, le traitement, en fonction de la gravité, prééclampsie modérée, traitement en ambulatoire, surveillance, s'il y a des signes fonctionnels, il faut que la femme reconsulte. Quand il s'agit d'une prééclampsie sévère avec des chiffres tensionnels sur 160 sur 110, avec une atteinte viscérale, bien les signes neurosensoriels, les réflexes sont vifs, avec la douleur épigastrique en barre, avec les scotomes, les céphalées, il faut l'hospitaliser en unité de soins intensifs. Et bien sûr, quand il s'agit d'une prééclampsie compliquée avec une atteinte viscérale associée, c'est la réanimation. Alors le traitement, quel est le but? C'est de baisser pas trop importante la tension artérielle de telle façon de ne pas compromettre la viabilité. Quand on donne des traitements d'hypertenseur à fort que on a eu une dame qui a une tension artérielle qui est correcte, mais quand même, on a modifié l'autorégulation fœtale, ce qui fait qu'il y a le risque de décès fœtal. C'est pour cela qu'il faut avoir une tension artérielle moyenne aux alentours de 80, de 120. C'est le seul élément qui permettrait donc de sauvegarder la viabilité fœtale. Et bien sûr, il faut traiter les complications. Quand il y a un œdème aigu du poumon, il faut donner les diurétiques, alors que normalement, on donne les diurétiques dans deux cas de figure. Qui fait un œdème aigu du poumon ou bien une valvulopathie chez une femme enceinte. Là, on est obligé donc de la soulager par donner des diurétiques. Et bien sûr, le but essentiel, c'est prévenir l'éclampsie. Arrêter la grossesse, c'est le seul traitement curatif jusqu'à présent. Pourquoi traiter l'hypertension? Parce qu'il y a le risque d'un hématome rétroplacentaire, risque d'éclampsie, d'OAP et d'insuffisance rénale aiguë. Et parce qu'on va essayer de ne pas trop baisser l'autorégulation cérébrale, sinon on va modifier l'hypertensive qui est nocive pour la maman.
Donc, on commence à se restreindre dans la prescription parce qu'on se dit qu'il n'y a pas uniquement sur artérielle, mais il y a également la libération de certains médiateurs qui font qu'il y a cette atteinte donc, de la microcirculation, ce qui amplie un petit peu la physiopathologie donc, chez les femmes préclampsiques. Préclampsie fréquente, on doit insister sur la consultation prénatale. Moi, je dis, j'ai ma femme, il est généraliste, donc j'insiste à ce qu'il voit les femmes enceintes dès le début, prendre la tension artérielle dans les bonnes conditions et mesurer la protéinurie donc, au niveau des urines, les bandes artérielles actives. Et la conduite à tenir dépend de l'âge de la grossesse et de la gravité. Nous avons une dame qu'on a stabilisée, que le bilan biologique est normal, que l'état clinique est normal, on peut se permettre de gagner quelques semaines. Mais si nous avons une grossesse, même si elle est jeune, alors qu'il y a un pronostic maternité engagé, dans ce cas-là, il faut arrêter cette grossesse. Et de telle façon que jusqu'à présent, en 2019, le seul traitement curatif, il faut arrêter la grossesse. Et je vous remercie. Alors, il y a juste parce que certains parmi vous posaient la question du magnésium. Le sulfate de magnésium, pronostic et thérapeutique, préventif et curatif des convulsions chez la femme enceinte. 2 indications, je vais vous exposer le protocole. 2 indications, une préclampsie sévère ou bien une éclampsie. C'est des ampoules en général de 1,5 g, on donne 3 à 4 grammes en 30 minutes, puis on donne 1 gramme par heure jusqu'à la normalisation donc, de l'état de la maman. Sauf bien sûr, il est contre-indiqué quand il y a une insuffisance rénale, une dame qui a une hémorragie de la livrance qui fait une insuffisance rénale, il est contre-indiqué. Quand vous avez une dame qui a une myasthénie, c'est sur les 2 contre-indications donc, de sulfate de magnésium. Préclampsie, myasthénie ou bien une insuffisance rénale. C'est un bon médicament et les neuroprotecteurs aussi bien pour la maman que pour le fœtus. Voilà le protocole. Et bien sûr, quand il y a une surtage, c'est la femme chez qui on a donné le sulfate de magnésium, on donne l'antidote, c'est le gluconate de calcium, 1 gramme en intraveineux, ça permettrait de contrebalancer les effets secondaires. Je vous remercie.